Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour. Sixième semaine des auditions d'experts en santé du Vrai Ségur. On est jeudi. Dernier jour d'audition, si je me trompe pas. Et donc là, on avait proposé de créer un espace pour parler d'éthique, de philosophie et d'économie dans la santé. Je vais vous laisser vous présenter et peut-être nous délivrer des messages forts dans ce temps très, très court que vous avez. C'est pas un exercice facile, mais je vous laisse la parole. Ça marche, j'ai jamais fait aussi court. Bonjour à vous. Donc, je suis Élodie Camier-Lemoine. Je suis chargée de mission scientifique à l'espace de réflexion éthique de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis presque 10 ans maintenant. Mon parcours est celui de la philosophie, vu que j'ai suivi des études de philosophie, de la licence au doctorat. Et donc, à partir du master, j'ai, concentré mon intérêt sur les questions de soins, d'éthique, de médecine et ai travaillé dans le champ de ma thèse, sur les questions de fin de vie en lien avec la notion d'incertitude. Voilà, donc les questions d'éthique m'intéressent dans mon quotidien et notamment en lien avec cette mission à l'espace de réflexion éthique, au sein de laquelle, en fait, avec l'équipe qui est celle de l'espace, on essaye de développer vraiment les enjeux éthiques qui peuvent exister dans le domaine du soin. Alors, effectivement, réfléchir à ceux qui existent déjà depuis longtemps, ne serait-ce qu'autour de la relation de soins, autour de la question de la fin de vie, autour de la question du début de vie. Ça, c'est des choses qu'on essaye d'étayer en essayant finalement de voir quels sont les enjeux éthiques importants à sauvegarder et à pérenniser finalement dans ces champs très classiques du soin, comme la réflexion sur l'autonomie, la réflexion sur la dignité et les conditions qui permettent d'avoir cet intérêt constant finalement et pérenne par rapport à ça. Madame Lemoine, je salue juste Monsieur Chapuis qui vient d'arriver. Juste par rapport, on va faire... parce que Madame Lemoine a très peu de temps disponible. Voilà, ouais, c'est ça. Madame Lemoine, justement, parce que là, on ne va pas pouvoir développer plus. Nous, ce qu'on peut essayer de vous demander, aujourd'hui, quelles seraient les propositions en matière d'éthique à mettre en place rapidement, à moyen, à long terme, que vous proposez suite à votre réflexion? Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Voilà. Alors moi, ce qui me semble important, c'est de continuer à développer la place qu'on accorde à la réflexion éthique dans les différents champs impliqués par le soin. Et quand je dis les différents champs impliqués par le soin, c'est dans le domaine du sanitaire, des établissements sanitaires, les hôpitaux, les cliniques, mais également dans le domaine du médico-social, où là, il y a un peu plus de boulot parce que finalement, il y a un décalage par rapport au monde sanitaire dans lequel la réflexion éthique a pris sa place avec des comités, avec des formations. Et donc, ça, c'est une des pistes qu'on développe à l'espace éthique, de développer la réflexion éthique dans le champ du médico-social, le champ du grand âge, le champ notamment du handicap, mais également aussi dans le champ du libéral. Et là, je pense à tout le soin au domicile, où vraiment, là, il y a une impulsion à donner sur comment laisser la place à la réflexion éthique et comment aider les professionnels de santé qui se posent des questions éthiques dès lors qu'ils sont dans le libéral. Je pense aux médecins généralistes, je pense aux infirmiers, je pense aux structures d'aide à domicile. Et donc, il y a un enjeu fort à mettre en place des temps de réflexion, de discussion pour justement élaborer une réflexion éthique pour tous ces champs du soin. Parce que l'éthique ne se réduit pas qu'à un seul lieu de soins, qu'à une seule façon de soigner, et c'est important vraiment d'étayer cette réflexion éthique à la fois dans les lieux, dans les façons de soigner et dans la géographie de notre région et de notre territoire national. Est-ce que vous avez une idée? Excuse-moi. Est-ce que vous avez une idée de comment ça pourrait s'organiser à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une région, plutôt d'un département, un lieu comme ça, une unité de lieu avec des fréquences, avec des temps de réunion? Comment vous avez pensé ça? Alors, je pense que sans parler forcément que de notre point de vue d'espace éthique, mais malgré tout, l'espace éthique régional est quand même un lieu où il y a quelque chose comme une centralisation de cette réflexion éthique, mais aussi de la façon dont elle se déploie. Alors, sans dire que l'espace éthique peut tout faire, l'espace éthique peut être en région, et cela dans toutes les régions, finalement, un lieu où vont se coordonner des actions en termes d'éthique en santé, c'est-à-dire identifier les espaces qui existent déjà, c'est l'une de nos missions d'ailleurs, aider ceux qui veulent se créer et aider ceux qui veulent se pérenniser. Donc, je pense qu'il y a un maillage territorial au niveau de la région qui est intéressant à faire à partir des espaces éthiques régionaux, mais en s'appuyant sur l'effort qui existe déjà et qui
qui veulent exister parce que les régions sont grandes et qu'il y a beaucoup de capacités, beaucoup de compétences, beaucoup d'intérêts partout. Donc, je pense que c'est important de s'appuyer sur les espaces éthiques régionaux ainsi que sur les comités d'éthique qui existent déjà et ceux qui veulent exister. Est-ce que les libéraux vous connaissent du coup et comment ils peuvent vous identifier mieux? Eh bien, c'est un travail qu'on mène, c'est pour ça que je vous disais ça en premier lieu, notamment avec l'émergence de certains comités d'éthique pour le libéral. Et on a déjà des demandes de formation pour ces comités d'éthique qui sont en train de se monter. Donc, en termes d'information et de communication sur notre existence, on essaye de déployer tous les moyens qui sont les plus adaptés, notamment une communication sur les réseaux, par site internet, mais aussi finalement en organisant des événements dans lesquels on convie en fait le maximum de personnes impliquées dans le monde de la santé, mais également du grand public. Donc, on est vraiment sur cet aspect-là. Notre mission d'organisation d'événements, c'est pour proposer de la réflexion à ceux qui nous connaissent déjà, mais c'est aussi pour se faire connaître auprès de ceux qui auraient un besoin, finalement, d'éclairage et d'aide dans l'accompagnement de leur structuration de la réflexion éthique. Madame Lemoine, j'ai quand même une grande question. Parmi tous ceux que vous avez cités, il manque quand même des gens très importants. Les organisateurs du soin, les ARS, les directions hospitalières. Est-ce que c'est prévu de les éduquer un petit peu à ce champ très important de l'éthique? Alors, c'est vrai que je le mettais dans mon premier point sur le monde du sanitaire pour les personnes du monde hospitalier. C'est pas que les soignants, c'est aussi tous les professionnels qui travaillent dans la santé. Donc, ça va de l'administratif aux gestionnaires, aux soignants, aux représentants d'usagers. Donc, ça, c'est évident. Et oui, effectivement, le lien à la fois aux ARS, mais aussi au ministère de la Santé, dont on dépend directement, est bien évidemment souhaitable et on essaye de le maintenir aussi fort qu'il soit possible de le maintenir. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Vous avez d'autres propositions fortes? Désolée de vous bousculer. Hein. Ouais, j'ai dit l'essentiel et puis vu que je coordonne la réunion d'après, je ne vais pas pouvoir bien sûr. Je n'aimerais. Merci à vous, madame. Merci pour ces messages en tout cas. Voilà. Merci à vous, bonne réunion, à bientôt. Bon courage à vous, bonne continuation. Monsieur Chapuis, bonjour à vous. Myriam, bonjour. Eh bien, vous avez la parole. On va vous laisser vous présenter. Et puis ensuite, je ne sais pas s'il y a plus une thématique que vous vouliez développer en termes d'éthique. En tout cas, je pense que rien que Christelle et moi, on a pas mal de questionnements et de propositions de pistes, et également les auditeurs. Hein. Donc voilà, on vous laisse parler, vous présenter. On pourra faire ça sous forme de questions-réponses une fois que j'aurai fait peut-être une présentation simple. Ouais. Donc, mon nom est François Chapuis, je suis médecin et je suis chargé de diriger, coordonner l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est élargi lors de la réforme territoriale et de la fusion de certaines de nos régions. Donc, pour parler de notre activité locale, nous couvrons un territoire qui est à peu près 2 fois la superficie de la Suisse et pour la même population. Ça vous donne une idée de ce que sont nos grandes régions maintenant. Sur le plan local, nous sommes chargés de déployer les outils mis à disposition par le législateur lors de la révision des lois de bioéthique de 2004. Donc, vous voyez qu'on va bientôt fêter les 20 ans de cette modification. Et j'en profite pour dire que cette année même, depuis quelques jours, nous fêtons déjà les 20 ans de la loi dite de démocratie sanitaire. En réalité, c'est droit des patients et qualité du système de santé. C'est la loi du 4 mars 2002, on en parle beaucoup, elle est connue sous le nom de loi Kouchner. Et pour moi, c'est intéressant que vous organisiez ce webinaire ou cette réunion sur ce sujet en ce moment. Certes, les élections permettent souvent de réactiver la réflexion, mais en réalité, elles ne devraient jamais s'arrêter. Depuis la loi de démocratie sanitaire du 4 mars 2002, mais il faudrait même l'avancer de 2 mois encore, puisque début janvier 2002, il y avait une première loi sur la qualité de la prise en charge dans le médico-social. Et ces 2 lois, si vous interrogez les juristes spécialisés en santé, vont vous dire qu'elles sont indissociables, l'une pour le médico-social, l'autre pour le sanitaire. 2 ans plus tard, donc, les lois de bioéthique ont considéré qu'il était important, plus exactement le législateur a considéré qu'il était important de
d'anticiper sur les évolutions de la société. Et cette question est venue assez naturellement, puisque les premières lois de bioéthique remontent à 1994. En réalité, quand on regarde ces lois de bioéthique, il n'y a d'éthique que le titre. On les a appelées les lois de bioéthique. En réalité, à l'intérieur du texte, on retrouve pas le terme. Ce qui veut dire que ce sont des lois d'autorisation ou pas d'utilisation des biotechnologies. Hein, on a de nouvelles techniques de procréation médicalement assistée, très bien. On a de nouvelles techniques de greffe d'organes, très bien. Comment s'organise-t-on? Mais il n'y a pas de vraie réflexion éthique dans la loi. La réflexion éthique a précédé, puisqu'elle a permis finalement la rédaction et l'adoption de ce texte de loi. Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte proprement dit, le législateur avait inscrit le principe d'une révision systématique à 5 ans, considérant, à juste titre d'ailleurs, que la société et les technologies médicales allaient elles-mêmes évoluer et qu'il serait bon de ne pas graver dans le marbre quelque chose de trop figé, mais qu'il serait utile de se réinterroger. Et donc, en 1999, il a été considéré que les 5 ans étaient arrivés à leur terme. Et il n'y a pas eu de révision des lois de bioéthique en 1999, parce qu'il y avait un agenda parlementaire probablement trop important, ni en 2000, ni en 2001, ni en 2002, autre présidentielle, ni en 2003. Et ce ne fut qu'en 2004, c'est-à-dire pas à 5 ans, mais à 10 ans. Et là, le législateur s'est dit que ce n'était pas si simple que ça de refaire le travail et de remettre l'ouvrage sur le métier tous les 5 ans. Il a donc pensé à créer des espaces de réflexion éthique à l'échelon régional ou interrégional. Et voilà pourquoi vous m'interrogez aujourd'hui. C'est parce qu'en 2004, le législateur s'est dit qu'il serait bon que ce travail puisse être préparé en amont. Et la mission de ces espaces de réflexion éthique est de, premièrement, assurer de la formation, de l'information, de la réflexion, de mettre en place une documentation et surtout de créer des observatoires des pratiques au regard de l'éthique. Et donc, ces 5 missions que je viens de vous citer très rapidement ont conduit le législateur à demander à l'administration centrale, finalement, de décliner dans le territoire cette mise en place de ce nouvel outil qui est d'une certaine façon chargé d'informer la population, mais d'écouter ce que la population porte. Alors, vous citiez tout à l'heure les ARS et les directions hospitalières. La réponse est oui. L'ARS étant la déclinaison régionale du ministère de la Santé, c'est l'ARS qui est chargée de mettre en œuvre dans le territoire les espaces de réflexion éthique. C'est l'ARS à qui nous adressons nos rapports d'activité, c'est l'ARS qui valide le budget. Donc la réponse est oui, l'ARS est très impliquée. Excusez-moi, je vous interromps. Ce n'était pas l'objet de ma question. Je demandais si ces gens-là bénéficiaient eux-mêmes des formations. C'est-à-dire que si eux-mêmes… Ah, pardon. Voilà, ce n'est pas la même chose. Ça, on sait qu'ils organisent ou pas, mais est-ce que eux, finalement, ils ne font pas partie? Alors, elle a répondu que oui, mais par expérience, je doute fortement que ces gens-là sachent exactement ce que veut dire l'éthique. Mais je vous laisse continuer votre propos. Alors, on verra. On verra sur la formation. En tout cas, ils sont déjà impliqués dans la mise en œuvre. Vous l'avez vu, puisque c'est la déclinaison régionale. Les directions hospitalières également. D'abord parce que c'est une responsabilité administrative, mais également parce que au sein du comité de direction, je les ai impliqués. Dans notre région, qui est la seule à avoir 4 CHU, donc vous voyez, il faut organiser 4 CHU parce que le texte de loi dit notamment en lien avec les CHU, c'est la région la plus complexe finalement. Vous voyez, même la grande région Île-de-France n'a qu'un CHU. Nous en avons 4, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand. Oui, la grande région Île-de-France n'a que la PHP. C'est la PHP, quoi. Oui, il n'y en a pas d'autres. Et donc, ce qui paraît complexe, en réalité, est plus simple d'un certain point d'organisation. Nous coordonnons entre 4 CHU et nous avons d'emblée impliqué un représentant désigné par chaque institution, médecin, un représentant paramédical, qui est souvent un cadre de santé, et un représentant directeur d'hôpital. Donc,
Notre comité de direction regroupe 3 x 4, 12 membres. Et il y a autant de médecins que de paramédicaux que de directeurs d'hôpital. Et ils sont impliqués dans la gestion et dans la mise en œuvre de ceci. Donc, pour faire simple, les libéraux, oui, puisque nous avons inclus les représentants libéraux, les URPS. Nous avons inclus les fédérations publiques et privées. Nous avons inclus les représentants d'usagers. D'ailleurs, notre bureau, qui est l'équivalent d'un conseil d'administration, est depuis sa création présidé par un représentant d'usagers, qui est un président d'association de patients. Le conseil d'orientation, qui fait office de conseil scientifique, hein, les termes changent, mais comprenez bien les fonctions. Le conseil d'orientation est présidé par un directeur d'EHPAD, c'est-à-dire médico-social. Et nous sommes d'emblée tout à fait tournés vers la population, évidemment à condition qu'elle se mobilise. Hein. Nous avons organisé, pour prendre un exemple récent, les états généraux de la bioéthique. Lors de la dernière révision des lois de bioéthique, nous avons organisé 36 événements en région, ça a regroupé plus de 4000 personnes, et chaque fois, le grand public est invité. Mais nous ne savons pas ce qu'est le grand public. Qu'est-ce que le grand public? Comment toucher le grand public? Quand vous avez 4000 personnes qui viennent assister à des événements publics, tout à fait publics, hein, dans des cinémas, dans des salles de réunion, dans des salles de mairie, dans une préfecture, dans des hôpitaux. Vous voyez, on est allé partout où nous pouvions aller et nous pouvions être invités. Nous sommes même allés créer des événements publics dans des marchés, enfin sur des marchés, vous voyez, marchés ouverts. Mais s'agit-il du vrai grand public? C'est une de mes grandes questions depuis le premier jour. Je ne sais pas ce qu'est le grand public. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre pour une question? À tout moment. À tout moment, c'est super. Pourquoi vous vous interrogez? Parce que finalement, le grand public, lui, la question de l'éthique, c'est une question de réflexion, c'est une question, le grand public, c'est le commun des mortels qui va travailler, qui se lève le matin et dont les exigences, on peut connaître, c'est-à-dire que dans le métier du soin, c'est de pouvoir être accueilli avec la bienveillance, avec des droits respectés du patient, etc. Mais que pensez-vous finalement de ce grand public qui reçoit des scandales, notamment, je pensais aux EHPAD, vous voyez, qui touchent tout le monde, le grand public. On a tous des parents qu'on va mettre dans les EHPAD et à qui on dit, vous voyez, dans les EHPAD, il y a une maltraitance organisée, institutionnelle. Et moi, je m'interroge par rapport à ce que vous dites. Moi, ça me passionne, hein, ces questions-là. Hein. Mais est-ce que c'est le grand public qu'est-ce qu'il peut penser finalement de l'éthique? Puisqu'il se dit, dans le milieu du soin, on va parler juste des EHPAD, c'est le scandale qui a défrayé la chronique, mais il y en a plein d'autres. On est capable d'organiser une maltraitance institutionnelle auprès de nos patients. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Eh bien, justement, pour moi, c'est le cœur de la question éthique. Pour moi, hein, je ne l'ai pas défini, mais on ne peut pas tout faire en une heure. Pour moi, le cœur de la question éthique, c'est lorsqu'il y a une tension entre un intérêt individuel et un intérêt collectif. Sinon, on n'est pas dans cette situation-là. Donc, chaque fois qu'il y a une tension entre un intérêt individuel et un intérêt collectif, il y a une question éthique par essence. Et voyez-vous, vous prenez l'exemple des EHPAD, eh bien, je trouve que c'est un excellent exemple, au-delà de l'actualité, qui est loin d'être terminée d'ailleurs. C'est aussi lié au fait que la vraie question éthique, c'est d'anticiper. Et pour moi, je préfère savoir ce que pense le grand public de la bonne prise en charge de sa santé, de ses proches, etc., plutôt que attendre qu'un scandale ou tout simplement qu'une anomalie soit mise au jour et que nous soyons conduits à réagir. Et ce que vous faites aujourd'hui, en m'interrogeant et en vous interrogeant, je pense que ça va dans le sens de l'anticipation. C'est-à-dire, qu'attendons-nous pour la prise en charge de nos aînés, certes, mais de nous-mêmes et peut-être de nos plus jeunes? Qu'attendons-nous comme modèle de société? Et donc, la question éthique est toujours une question politique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la vie de la cité. Que souhaitons-nous pour le bien de l'humanité? C'est très large, mais au moins de notre nation et de notre population. Voilà les véritables questions éthiques. Et
Si je puis me permettre, justement, peut-être vous pouvez nous reparler un peu de la démarche éthique, parce que finalement, les tensions entre l'intérêt individuel et collectif, elles sont permanentes, et notamment dans le soin. Par exemple, quand on dit ce n'est pas éthique, en fait, il y a toujours une éthique. Quelque part, il y a toujours une éthique dans une situation médicale, vous voyez ce que je veux dire, en fait. Et du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu mieux, selon vous, nous définir ce que c'est qu'une démarche éthique, puisque c'est une démarche qui est assez active, qui est en mouvement, qui a réinterrogé un peu tout le temps, en fait. Est-ce que, selon vous, comment on peut voir ça, en fait, cette démarche, qui paraît pas toujours très claire entre la déontologie, la morale, c'est pas toujours clair, je pense. Ah, vous avez raison. Une nouvelle fois, on ne peut pas tout faire, mais on va aborder tous les points. La morale, c'est la distinction. Alors d'abord, la morale, c'est le terme latin de l'éthique qui est le terme grec. Donc étymologiquement, les racines sont différentes, mais le sens est le même. En réalité, dans notre société moderne, il a évolué. La morale renvoie aux mœurs, c'est-à-dire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il y a un côté absolu dans la morale aujourd'hui, pas étymologiquement, vous l'avez compris, mais aujourd'hui. Et l'éthique, c'est la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi. Donc il y a un côté relatif, absolu pour l'individu, mais relatif parce que chacun a sa propre éthique. Et toute la difficulté, c'est de faire émerger un point de vue collectif. Les récents mouvements sociaux des dernières années nous ont montré à quel point la somme de points de vue individuels ne constituait pas un point de vue collectif. Vous pouviez interroger un individu sur un rond-point et vous donner son point de vue. Vous interrogiez un deuxième individu, il vous donnait son point de vue, et chacun avait raison puisque c'était sa propre vérité. Mais toute la difficulté, c'est de faire émerger un point de vue collectif, et là, ils n'y sont jamais arrivés. Donc, un projet politique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et c'est la raison pour laquelle il faut aussi savoir faire confiance à nos représentants. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et si je reprends maintenant l'éthique et la morale, donc la morale, la distinction entre le bien et le mal, l'éthique entre ce qui est bon et mauvais pour chaque individu, la déontologie, ça c'est très simple, déontos et logos, ce sont les règles d'une profession. Donc il n'y a pas d'éthique dans la déontologie. D'accord. Il y a des règles professionnelles à respecter, sinon c'est un comportement antidéontologique. Je ne dis pas que les règles... Je vais arrêter ça. Je ne dis pas que les règles professionnelles ne soient pas basées sur une réflexion éthique préalable, mais ça n'est pas l'objectif. Or, dans la distinction entre le côté absolu et le côté individuel, ou entre le côté collectif et le côté individuel, si je disais que la somme des points de vue individuels ne constituait jamais un point de vue collectif, je peux ajouter également que une démarche trop individualiste va détruire le projet collectif. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui moi personnellement, j'ai quelques cheveux blancs, donc j'ai eu le temps de réfléchir à cette évolution, m'interroge beaucoup. Il y a un certain nombre de penseurs qui considèrent que plus on privilégie les droits individuels, plus cela se fera au détriment de la construction collective. Et qu'il faut vraiment s'interroger sur le degré de respect des... Comment pourrais-je dire ? Je n'ai pas réfléchi à ça et je ne m'étais pas préparé à ça, mais votre question m'y emmène. Peut-être sur la question du groupe, excusez-moi, sur la question du groupe en psychologie sociale. Ce fait que finalement, le groupe ne peut pas être la seule réponse et l'individu non plus, c'est retrouver l'intermédiaire. Mais c'est là que je redis, la question éthique naît par essence. Mais quand je parle de questionnement, et vous m'interrogez sur qu'est-ce que l'éthique est avant tout un questionnement. L'éthique est un questionnement. Il n'y a pas de réponse toute faite. Mais quand vous m'interrogez sur le questionnement, je ne vous apporte pas de réponse. C'est-à-dire que je vous dis que la seule façon de trouver une réponse satisfaisante, c'est ici et maintenant. Oui, c'est-à-dire que ça peut évoluer dans le temps, et c'est très réinterroger, et ça doit évoluer dans le temps même. C'est très perturbant parce que le ici et maintenant, hic et nunc des latins, nous ramène à
la possibilité d'évoluer dans sa position. Hein. J'ai dit que les lois de bioéthique étaient révisées toutes les 5 ans ou 7 ans, peu importe, ça a changé, mais vous voyez l'idée. Et il faut se dire, vous voyez, moi je suis basé à Lyon, je suis à 150 km de la frontière franco-suisse. Lorsqu'on franchit la frontière franco-suisse, on ne s'en rend parfois même pas compte, hein, le paysage n'a pas changé, il y a un petit accent, mais à peine, hein, entre le savoyard et le suisse. Et en réalité, le mode d'organisation collective est différent. Et ça doit nous interroger parce que nous ne sommes pas franchement différents et pourtant nous vivons très différemment. Donc, se questionner à chaque instant pour chaque cas. Et c'est très intéressant parce que depuis le début de l'humanité, depuis qu'elle a pris conscience de ce qu'elle était, l'humanité s'interroge sur ce qu'il est bon de faire. Alors, vous avez les 10 commandements, très simples, très fermes, très stricts. Et puis, ça n'a pas convenu à tout le monde tout le temps, même si la plupart font partie du fond commun de l'humanité. Hein. Toutes les sociétés les respectent de façon assez ferme et assez claire, mais malgré tout, ça peut évoluer. On voit aujourd'hui que tu ne tueras point, vous voyez, n'en arrête pas certains. Il faut continuer à s'interroger sur le caractère absolu de ces prescriptions. Est-ce que je peux quand même vous poser une question? Je vous interromps, hein, je suis désolée. Vous êtes là mais vous avez dit qu'on pouvait. Hein. Vous êtes là pour ça. Ça a un caractère, dans les hôpitaux, etc., les comités éthiques, n'a un caractère que consultatif, on est d'accord? Ah non, non, dans un certain nombre de situations, les comités éthiques ont un caractère prescriptif. Je prends l'exemple, par exemple, de l'éthique de la recherche. Vous ne pouvez pas mettre en œuvre un projet de recherche s'il ne bénéficie pas d'un avis favorable d'un comité éthique. C'est bloquant. Non, il y a de grandes situations. Par exemple, vous avez des comités d'éthique pour les arrêts de dialyse, par exemple. Vous avez des comités d'éthique qu'on appelle des comités d'usagers pour autoriser des greffes d'organes sans lesquelles vous ne pouvez pas procéder à une greffe d'organes. Non, il y a un certain nombre de situations où c'est indispensable, et d'ailleurs heureusement. Pourquoi? Parce que justement, je termine le propos précédent, comme il n'y a pas de règle absolue, la véritable décision éthique, c'est celle qui rendra confortable ceux qui réfléchissent au cas par cas. C'est ce qu'on appelle l'éthique de la discussion. La meilleure solution, la meilleure réponse à la résolution de cas complexes, c'est l'éthique de la discussion. C'est-à-dire que, comme on ne sait pas ce qu'il convient de faire, on en discute. On en discute. Et cette méthode de résolution de cas complexes, qui finalement est assez récente, hein, c'est une publication de Jürgen Habermas 1976. Alors quand je dis récent, on va bientôt fêter les 50 ans dans 4 ans. Mais à l'échelle de l'humanité, c'est très peu. C'est une génération humaine et demie, 2 générations humaines. L'éthique de la discussion, c'est considérer que, puisqu'il n'y a pas de réponse toute faite, on va s'interroger pour ce cas précis. Et dans ce cas précis, on va essayer de trouver une réponse collective. Mais ça peut changer demain, ça peut changer dans un cas. Donc, vous voyez, l'idée qu'il n'y ait pas de réponse toute faite fait que vous ne pouvez pas autoriser de principe la recherche. Vous allez, projet par projet, regarder quelles sont les conditions de mise en œuvre d'une recherche. Et vous n'autoriserez pas de principe tous les projets de recherche ou toute la recherche, ni dans le monde, ni en France. Vous en discuterez au cas par cas. Une décision d'arrêt de soins, par exemple, hein, ce que vous avez connu sous le nom de l'ATA, limitation ou arrêt des thérapeutiques actives, par exemple, ça ne peut pas être décidé de principe, c'est décidé au cas par cas. Voilà des exemples tout à fait évidents, hein, je dirais presque je dirais indiscutables, où nous ne pouvons pas décider d'emblée que dès qu'on a tel âge ou dès qu'on a telle pathologie ou dès qu'on a telle insuffisance cardiaque, il convient d'arrêter les soins. La réponse est non. C'est au cas par cas, toutes choses étant prises en compte, voyez. Et ceci conduit à nous interroger sur un autre aspect, c'est de qui décide. Vous voyez, la vraie question pour moi, ce n'est plus la méthode, c'est qui décide. Et nous savons que
un groupe humain fonctionne avec une dynamique humaine. Vous parliez de psychologie sociale, eh bien on est en plein dedans. Vous réunissez 20 personnes et vous aboutirez peut-être à une décision. Vous réunissez les mêmes personnes un an plus tard, peut-être aurons-nous une autre décision, ça doit nous interroger. Ou en parallèle, le même jour, vous réunissez 20 personnes d'un côté et 20 autres personnes dans une autre pièce et peut-être aurez-vous une autre décision. Donc, il y a une méthode de résolution des cas complexes et on ne fait pas d'éthique sans formation. Alors, Monsieur Chapuis, c'est très intéressant. Excuse-moi, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. La psychologie sociale, elle a aussi apporté des études, justement, sur la soumission à l'autorité. Vous parlez des groupes, des gens qui décident. On sait très bien qu'on peut influer. Vous dites qui décide? Moi, je vais revenir très focus sur ce qui nous a intéressé pendant 6 semaines. Vous êtes tout à fait conscient de ce qui se passe en France aujourd'hui, de l'état sanitaire catastrophique, de l'état de décrépitude, des fermetures d'urgence, des fermetures de services, des EHPAD exsangues, sans plus personne pour s'occuper d'eux en termes d'effectifs, etc. Il y a des gens qui décident, je suis bien d'accord avec vous, ils sont comment dire, identifiés. Moi, ça m'interroge parce que vous parliez de la recherche. On sait aujourd'hui que la recherche, qui la finance en grande partie, ce sont les GAFA. Ça interroge beaucoup les gens comme vous d'ailleurs, que des gens extérieurs, pas formés à l'éthique du tout, mais plutôt au profit, puissent être partie prenante et donner de l'argent sur des questions bioéthiques, etc. Enfin bref. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui, concrètement, de l'état actuel sanitaire, malgré toute cette merveilleuse… Parce qu'en France, on a cette chance d'avoir des comités bioéthiques. On n'est pas dans… On a une particularité française. Hein, on réfléchit beaucoup. Hein, on est quand même le pays de la philosophie des Lumières. C'est pas n'importe quoi encore, la France. Qu'est-ce que vous pensez de cet état de fait aujourd'hui du système sanitaire ? Alors là, on est plus sur le versant de la santé publique que de l'éthique, mais c'est un sujet important parce que c'est lié. En tout cas, c'est indissociable à mes yeux. Le système de santé français est considéré comme étant le meilleur du monde. Et quand on regarde les indicateurs, on est 28e en termes de mortalité infantile, par exemple, et on régresse. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on prend les bons indicateurs, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, il convient de commencer à réfléchir. C'est intéressant parce que ça touche là encore à notre organisation collective. Et ce n'est pas une question de moyens. Ce n'est pas une question de moyens. Il suffit de regarder, là encore, comparé à l'éducation, où dans le classement PISA, on n'est vraiment pas bon, alors qu'on a énormément de moyens. Vous alliez dire quelque chose, mais je ne vous entends pas, votre micro est coupé. 26e pour le classement de notre école, qui, je le rappelle, il y a 30 ans, 40 ans, était considéré comme un des meilleurs au monde. Et les Allemands se sont inspirés du système français dans les années 80 pour eux-mêmes réformer. Et aujourd'hui, on est au fond du trou. Mais bon, petite parenthèse. Alors, cela dit, malgré ce constat, moi, je n'emploierai pas les termes décrépitude, fermeture d'urgence, personne pour s'occuper des aînés, etc. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vous ai dit que ce n'était pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation. Aujourd'hui, vous avez, juste pour vous redire, quand je dis c'est pas un problème, aujourd'hui, il n'y a plus assez d'infirmières dans les services des EHPAD. Là où il faudrait 12 infirmières, vous n'en avez plus que 3. Donc, il y a un problème de moyens humains puisque les gens sont partis. Mais je partage ce que vous êtes en train de dire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en France. Il y a des moyens financiers. Mais aujourd'hui, là, à ce jour, il y a des services dans les EHPAD qui ne bénéficient plus des effectifs suffisants pour pouvoir réellement accompagner les fins de vie. Enfin, voilà, et d'ailleurs, il y a une souffrance telle auprès des soignants qu'ils fuient, vous voyez. Ils préfèrent partir que de rester. Donc, il y a quand même un problème de moyens, mais humain. Alors là, vous avez raison, si on garde le modèle EHPAD, mais c'est peut-être le modèle EHPAD qu'il faut interroger. C'est-à-dire que la prise en charge de nos aînés n'est peut-être pas optimale dans un modèle EHPAD. C'est peut-être le maintien à domicile. C'est peut-être une autre organisation où chacun retrouverait du sens.
Je pourrais vous dire la même chose sur les services d'urgence. On est à plus de 70 services d'urgence fermés, non pas à cause de moyens financiers, mais bien parce que le personnel a fui et qu'on n'a plus les personnels pour pouvoir assurer le service minimum. Vous voyez, donc j'ouvre le champ, c'est-à-dire que l'urgence vitale aujourd'hui est mise en mal et je parle bien de décrépitude. Mais peut-être que le mot ne vous plaît pas. Je peux réfléchir en trouver un autre. Non, il ne me plaît pas parce que moi qui ai la chance ou en tout cas l'intérêt de beaucoup voyager et de comparer les autres systèmes de santé, non, on n'est pas dans un système de décrépitude. Je peux vous en parler. Non, on n'est pas dans un système de décrépitude du tout. On est dans une période difficile et il y a lieu de réfléchir. Vous parlez des urgences, par exemple. Pour moi, ce n'est pas la question des urgences, c'est la question de la permanence des soins. Or, votre question est comment assurer la permanence des soins? Ça, c'est une excellente question. Mais ça n'est pas seulement la question des urgences. Comment je pourrais dire? Dans la prise en charge d'un patient, l'urgence, c'est un tout petit temps du temps hospitalier, qui est lui-même un tout petit temps du temps de parcours de santé, qui est lui-même un tout petit temps du temps de parcours de vie, vous voyez. Ce qui compte, c'est le parcours de vie. De temps en temps, on a un accident de santé. De temps en temps, on a besoin d'être hospitalisé. Et de temps en temps, c'est en situation d'urgence. Mais il ne faut pas considérer que l'urgence soit la base du système. Je pense que ça ne l'est pas. J'ai suffisamment fait de SAMU dans ma jeunesse pour vous dire que c'est la permanence des soins qu'il faut interroger. C'est la chaîne de permanence des soins et pas seulement le service d'urgence. Donc, quand je dis qu'il y a beaucoup à réfléchir, c'est qu'il y a à anticiper sur les questions de demain. Vous demandiez comment demain mieux former à la question éthique. Eh bien oui, il faut pas attendre que le problème survienne, il faut se poser les questions de ce que nous attendons humainement, concrètement, dans la prise en charge de nos concitoyens. Monsieur Chapuis, juste rebondis par rapport à vos propos et à ceux de Christelle. Docteur Chiche n'avait pas le son, donc, mais il vous salue et il vous remercie de votre intervention. Il m'a confié une question, c'était en fait la question comment on peut confronter ces questions éthiques au manque de moyens, justement, puisque ça va modifier nos réflexions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éthique, il y en a une de toute façon. Mais comment est-ce que cette question du manque de moyens, manque de moyens humains notamment, comment est-ce que cette question éthique peut continuer à prendre sa place? Elle la prend de fait, mais c'est vrai que j'ai un petit exemple, par exemple, moi, pendant la pandémie Covid, j'étais dans un service qui recevait que des malades Covid pendant quasiment 2 ans, bon, avec différentes variantes, on va dire. Et je me souviens qu'on avait une vraie difficulté, par question de manque d'effectifs et puis de manque de temps, à justement laisser un espace éthique dans la prise en charge des patients. Mais pour autant, on a vraiment essayé de le respecter à chaque fois que c'était possible de façon posée, mais c'était pas toujours très simple, quoi. Voilà, mais après, que signifiait pour vous la prise en charge éthique des patients? Alors là, en l'occurrence, c'était dans des décisions de l'ATA, de limitation d'arrêt des thérapeutiques, par exemple, mais évidemment qu'on tenait à formaliser un espace et à le sacraliser pour que ce soit fait de façon collective, posée et le plus réfléchi possible. Voilà. Mais je pense également en temps hors crise sanitaire, bien évidemment, parce qu'on sait que c'est quand même la démarche éthique, c'est aussi prendre le temps, c'est aussi se poser, s'interroger, et c'est vrai qu'on est très très contraint. Donc comment on va pas faire de l'éthique au lit du malade, enfin un petit peu, mais la question c'est quand même de se retrouver, de se poser. Donc comment est-ce qu'on peut on peut rendre ça cohérent, quoi, en fait, dans le contexte de soins très complexes dont parlait Christelle. Je pense que je ne vois pas de vraie différence d'ailleurs entre la situation de crise et la situation de pas crise. Parce que la question des moyens se pose toujours. Oui, vous avez un certain nombre de lits, d'hôpitaux.
Vous en avez besoin d'un peu plus, très bien, mais nous en avons toujours besoin de plus, toujours. Donc, je reviens à la question de l'organisation du système de santé. L'hôpital n'est pas la seule réponse, jamais. Et il faut réfléchir à cette chaîne de vie et même anticiper. Alors, si on prend l'exemple de notre crise sanitaire récente, qu'est-ce que c'est? C'est un virus à tropisme pulmonaire dont on savait depuis des décennies que ça nous arriverait. Meilleure preuve, c'est qu'on avait tout préparé pour 2009. Ce fut pas le cas, mais on était prêt. Et c'est arrivé en 2020, on le savait parfaitement, mais on avait entre-temps détruit nos stocks d'équipements de protection individuelle, de masques, etc., parce qu'on n'y croyait plus. Donc, vous voyez, il ne faut pas considérer que ce soit un problème de moyens, on avait les moyens. C'est un problème d'organisation. C'est un problème c'est un problème de décideurs, c'est un problème de gestion collective et pas individuelle du système de santé. C'est un problème de formation. Si on revient au-delà de la crise sanitaire, vous voyez, on sait qu'il est préférable d'éviter de manger gras, salé, sucré. Vous avez ce rappel tous les jours à la télévision, au sein des pubs, dès qu'il y a un produit sucré, on vous dit Programme national nutrition santé, éviter de manger gras, salé, sucré. On doit être au 4e plan national nutrition santé, ça fait 20 ans. Il y avait des objectifs très ambitieux, on ne les a toujours pas atteints. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est la formation à la culture de la santé individuelle, au-delà du collectif. C'est pas qu'une question de moyens, c'est pas qu'une question de financement, c'est pas qu'une question de structure. C'est être proche du décideur premier qui est l'individu. Et l'individu est le gestionnaire de son système de santé personnel. Et s'il ne s'en occupe pas, je ne vois pas comment on pourra le faire à sa place. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que donc, du coup, on fait fi de la pression des gros lobbies pharmaceutiques qui ont une capacité, vous savez, de persuasion auprès des plus grands nombres. Moi, je pense en effet que l'individu a sa part à jouer, mais dans quelle mesure, s'il n'est pas éduqué ou s'il est matraqué par des publicités, etc. Je ne dis pas que l'individu ne doit pas être autonome. Bien sûr qu'on est toujours son propre maître. Mais on ne peut pas éluder la question. Vous parliez justement de l'alimentation, des gros groupes agroalimentaires qui exercent une pression connue sur nos dirigeants. Et ça a été très, très compliqué il y a 10-15 ans en arrière de pouvoir mettre, vous savez, sur les paquets, là, le logo qui indique si A, B, C, D avec des codes couleurs. Le Nutri-Score. Le Nutri-Score, merci. Ça a été extrêmement compliqué. Alors, ce n'est pas l'individu. L'individu, moi je dis, son meilleur bulletin de vote, c'est sa carte bleue. Il consomme. Mais pour bien consommer, on ne peut pas faire fi non plus de la capacité. En psychologie, on le sait, ça. Il y a des gens qui sont formés pour vous soumettre vers une voie plus qu'une autre. Et qui ne sont pas du tout éthiques, qui n'ont absolument pas votre formation, dont le but, on le sait, c'est de vendre, c'est de faire de nous tous des bons consommateurs, et qui vont consommer plus de sucre, de gras, parce que plus on prend du sucre, plus on va avoir envie de sucre. Vous voyez, vous connaissez le. Donc on ne peut pas. C'est très clair, mais il ne faut pas en vouloir au lobby. Je connais personne qui soit vertueux. Une entreprise a pour objectif de faire du profit. Si elle ne fait pas de profit, elle disparaît. On ne peut pas en vouloir au lobby? Alors, on ne peut pas en vouloir au lobby, ils font leur job. C'est le contre-pouvoir qu'il faut organiser. C'est vrai. C'est tout. Mais... Tant qu'on s'attaque au lobby, on perd son temps. Chacun est dans son rôle. Donc, le lobby, c'est une entreprise. S'il se regroupe, ça devient un lobby, mais c'est une entreprise et l'objectif d'une entreprise, c'est de faire du profit. Si elle ne fait pas de profit, elle disparaît. Je ne considère pas qu'une entreprise de santé soit plus vertueuse qu'une entreprise polluante. Je pense qu'une entreprise doit faire du profit. Point. À partir de ce moment-là, qui lui laisse faire du profit? Celui qui achète. Si on ne recourt pas à certains produits, et vous l'avez dit, en consommant, on maintient ou on ne maintient pas un système. Je ne crois pas qu'une industrie automobile devienne vertueuse en termes de pollution toute seule, parce que ça va coûter plus cher. Elle va devenir vertueuse sous la pression des consommateurs.
C'est ce que Donc, j'appellerais. il faut éduquer le consommateur. C'est ce que j'appellerais le contre-pouvoir. Donc, il faut éduquer le consommateur. Point. Bah, vous aurez remarqué quand même que, enfin, moi, je partage absolument ce que vous êtes en train de dire. Évidemment, soyons le changement. À titre personnel, mais on s'en fout, mais je ne consomme que ce que j'ai bien envie de consommer parce que peut-être moi j'ai la chance d'avoir du temps pour penser, j'ai cette chance-là. Il y a des gens qui n'ont aujourd'hui pas du tout de temps pour penser. Vous savez, les gens qui font des 3-8, les 2-8, ou revenons aux soignants, par exemple. Les soignants qui sont à bout, on le sait, voilà, il y a beaucoup de burn-out, etc. Ils n'ont pas le temps de penser à tout ça. Est-ce que… Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Bah dites-moi, c'est bien que vous ne soyez pas d'accord, c'est parfait. Je pense quand même, Christelle, qu'ils pensent, mais qu'ils pensent de façon contrainte, par contre. Dans une certaine forme de contrainte, mais ça empêche pas de penser, hein, je pense, ton état de fatigue, mais ça te fait penser différemment. Considérer que l'homme n'a pas le temps de penser, je n'y crois pas. Il n'a pas envie. Vous savez, quand j'étais jeune médecin, une fois, je n'ai pas rendu un travail à présenter, qui était un travail de jeune externe. Et j'étais dans un service de psychiatrie, c'était compliqué pour moi, j'étais jeune et je connaissais quasiment rien. Et j'ai expliqué que je n'avais pas eu le temps et le psychiatre, assez fin, me dit « Monsieur, vous n'y avez pas consacré le temps nécessaire. Chaque fois que vous n'avez pas le temps, remplacez le mot temps par le mot envie. Chaque fois que vous dites que vous n'avez pas le temps, c'est qu'en fait, vous n'avez pas suffisamment envie pour mettre ça suffisamment haut dans la liste de vos priorités. » Donc, je ne crois pas qu'on n'ait pas le temps. On a toujours le temps, on peut ne pas avoir envie, ça c'est possible, mais ça revient au choix individuel. Il faut respecter les choix individuels, mais derrière, l'homme étant libre, indissociablement, il est donc responsable. On est libre, donc responsable. On est libre, donc responsable. Mais à partir de quand on considère être libre de penser sans être influencé? Vous êtes toujours influencé. On est toujours influencé. Vous êtes toujours influencé. Mais vous êtes influencé. Mais votre comportement est influencé par la température extérieure. Est-ce que vous considérez libre ou pas libre? Votre comportement est influencé par le degré de luminosité. On sait que ça influe sur l'humeur. Vous êtes libre ou vous n'êtes pas libre? Vous êtes toujours libre ou jamais libre, à vous de choisir. Mais alors, une fois qu'on a dit tout ça… Excuse-moi, Christelle, le comportement du coup et la réflexion des soignants est aussi influencé par le contexte dans lequel ils évoluent. Absolument. Et donc, ils ne sont pas entièrement responsables, voire pas responsables. Bon, après, c'est difficile de dire qu'on est totalement pas responsable, mais je veux dire, on évolue dans un… Je pense que, je redis, on est toujours libre. Si on n'est pas satisfait de l'endroit où on travaille, on va ailleurs. Ouais. Alors oui, c'est exactement ce que je dis, moi, mais ça ne résout rien. C'est-à-dire que je dis quand une loi, vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a voulu appliquer une loi dans les hôpitaux. Je prends un exemple très précis. Une loi, la loi Rist, pour ne pas la nommer, qui était applicable là en novembre. Si on l'appliquait, en l'état, beaucoup d'hôpitaux auraient fermé leur plateau technique, etc., etc. Bon. Et moi, j'ai répété à l'envi aux dirigeants, on dit, ah ben oui, les directions hospitalières, elles vous disent, ah mais oui, mais attendez, c'est la loi. Moi, j'obéis. Et je dis, vous savez, quand une loi n'est pas bonne, quand on sait qu'elle est contraire à l'intérêt général, on ne l'applique pas. Ou on la refuse, ou on alerte, on dit quelque chose. Et ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des gens qui disent, ah non, mais moi, j'applique la loi. Et j'ai fait quand même des références historiques où quand même, on est censé avoir tiré les leçons de l'histoire et du passé, que quand vraiment une loi est contraire à l'intérêt général, au bien commun, on ne l'applique pas. Et ça, c'est peut-être éthique, on est d'accord. Oui, c'est éthique, mais moi, je pense que vous l'avez senti, on est en train de s'interroger, vous êtes en train de vous interroger sur le bon système. Soit c'est un système totalement libéral, l'appelons pas ultralibéral, un système libéral. Donc ça veut dire liberté, chacun choisit et assume, il est responsable de ses choix. Soit c'est un système administré, c'est-à-dire qu'on délègue d'une certaine façon sa liberté à d'autres décideurs qui vont décider de ce qui est bon pour vous.
il n'est pas bon de consommer trop d'alcool. Bon, ben, on va décider de la quantité d'alcool qu'on va mettre à votre disposition. Il n'est pas bon du tout de fumer. Bon, ben, on va décider qu'on supprime le tabac. Bon, voyez, entre les deux, vous avez le système français. C'est pour ça que j'aime pas le terme de décrépitude. Le système français, c'est à la fois un mélange de système libéral et d'économie administrée, hein, ce qu'on appelle l'économie mixte. Moi, je trouve que ça a beaucoup de vertus. Je ne dis pas qu'il soit parfait, on est en train de l'interroger ou de le discuter, mais il a beaucoup de vertus. Il est à la fois capable d'organiser ce que chaque individu a peut-être du mal à faire tout seul, et tout en laissant la liberté. Vous voyez, par exemple, si on parle du système de santé, le fait de pouvoir choisir son hôpital, de pouvoir choisir son médecin, de pouvoir choisir de prendre ou non ses médicaments, c'est, je dirais, une grande liberté qui n'est pas offerte partout. Nous avons des systèmes très démocratiques. Vous allez au Danemark, par exemple, vous ne choisissez pas. Parce que vous habitez dans tel quartier, vous avez tel médecin, point, il ne vous plaît pas, tant pis, c'est pas grave. C'est lui qui est disponible et c'est comme ça que le système est organisé. Donc il faut s'interroger sur ce qui nous convient, sur le modèle que nous souhaitons mettre en œuvre et après aller plus loin. Si on n'est pas content je dirais d'une loi, pour reprendre votre exemple récent, on ne l'applique pas, on a trop d'exemples par le passé. Je ne suis pas d'accord avec vous là encore. En revanche, ce qui manque, M. Chapuis, c'est probablement une vision à long terme. On en a parlé dans plusieurs auditions. C'est vrai que ça manque de pilotes. Donc, c'est vrai pour construire un projet en santé notamment, il faut quand même avoir des perspectives et du coup, avoir un plan, avoir des réévaluations. Et ça manque en fait. Il y a un pilotage un petit peu à vue. En tout cas, c'est l'impression qu'on a quand même. C'est toute la question de la démocratie, c'est que vous élisez des représentants qui, au lieu de prendre une décision à 67 millions, prennent une décision à 570 et quelques. Et c'est beaucoup plus facile, je pense, hein, moi je ne suis pas député, mais de prendre une décision à 570 qu'à 67 millions. Est-ce que c'est vraiment plus facile sur le long terme? Je n'ai pas dit que c'était une meilleure solution, une meilleure décision, mais c'est plus facile. Après, sur la loi, c'était intéressant parce que là, on a été interrompu. La loi, en l'occurrence, n'a pas été appliquée. Hein, oui, parce mais alors, elle n'était pas applicable en l'état. Parce qu'en effet, elle était inepte en l'état. Il a fallu qu'il y ait des mouvements, vous voyez, qui sont partis de la balle en disant, mais vous êtes bon. Donc ça n'a pas, parce qu'elle était contraire. C'est parce qu'une loi, elle est appliquée par 577 députés. Enfin, on va faire. Non, pas appliquée, votée. Votée, pardon. Votée. Et promulguée et ensuite appliquée. Moi, je vous parle de cette loi parce qu'elle avait quand même des caractères complètement ineptes, inadaptés. Oui, mais vous savez, regardez, des lois qui ne soient pas appliquées, il y en a un paquet. Vous savez combien on vote de lois par an en France? Trop. Non, allez-y, donnez un chiffre. Oh non, dites-le. Alors, quelques milliers? Regardez, oui, c'est à peine plus d'un millier, mais malgré tout, c'est beaucoup. Vous voyez, quand on parle de la loi du 4 mars 2002, c'est la loi 2002-303, puisqu'elle porte toujours une année, un numéro et puis un titre. D'ailleurs, elle ne porte jamais un éponyme, hein, c'est jamais la loi Kouchner. C'est la loi relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé. La loi 2002-303 veut dire que le 4 mars 2002, on votait la 303e loi de l'année. Quand vous parlez des lois d'éthique de la recherche, plus exactement de protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale, elle est du 20 décembre 1988, elle s'appelle 88-1200, je ne sais plus combien. Donc ça veut dire que le 20 décembre, on votait la 1200e loi de l'année. Et c'est comme ça tout le temps. Donc, que faire de toutes ces lois? Un certain nombre ne sont pas appliquées. Si je prends l'exemple de la loi du 6 août 2004, portant création des espaces de réflexion éthique à l'échelon régional ou interrégional, c'est son titre, c'était la loi 806, je crois, ou 800. Le 6 août, c'était 800 et le 9 août, c'était 806. Donc oui, en 3 jours, on avait déjà voté 6 lois de plus. Et on était pourtant plein milieu du mois d'août. Eh bien, ces lois ici, votées en 2004, arrêté ministériel du 6 janvier 2012, 8 ans plus tard. Donc,
c'est pas parce qu'une loi est votée qu'elle sera appliquée. Vous avez un exemple, même pour les questions éthiques, il aura fallu 8 ans. Je reviens quand même sur le fait que quand une loi n'est pas bonne, on ne l'applique pas. On a trop d'exemples par le passé. Je dis, je ne suis pas d'accord et je n'ai pas développé. Je pars du principe que l'expérience est intransmissible. Si vous ne l'avez pas vécu vous-même, on peut vous l'expliquer 10 fois, vous ne le comprendrez pas. C'est le propre des adolescents. Vous leur dites que c'est pas bon de fumer, tant qu'ils n'ont pas fait leur expérience, ils vont fumer. Et certains vont même continuer. Et les parents leur ont pourtant dit un certain nombre de fois. Les messages de santé auront été répétés sans cesse. Et malgré tout, ils vont faire leur expérience. Et à ce moment-là, ils sauront ce que ça signifie. Et eux-mêmes, à leur tour, seront embêtés vis-à-vis de leurs propres enfants parce qu'ils leur diront ce qu'il faut faire et les enfants ne les croiront pas. Donc non, ça ne se transmet pas d'une génération à une autre. Tout ce que vous avez, vous savez, quand on dit il faut comprendre l'histoire, sinon on est condamné à la revivre. À la répéter. Eh bien oui, l'exemple d'aujourd'hui nous montre qu'on est condamné à la revivre. Il faut faire très attention, il faut être très intelligent et malgré tout, on est condamné à la revivre. J'espère le moins possible. Oui. Non, mais... Christelle, l'heure tourne un petit peu là. Un petit peu beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi il faut prendre des questions parmi nos auditeurs? Les manifestations. Ah ben, attendez, je vais ouvrir le chat. Ou si vous voulez, de votre côté, y a-t-il? Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Ah bien, merci, madame ou monsieur qui dit ça. Il n'y avait pas de question, hein, a priori. Mais le système restreint notre liberté, certes, mais là encore, on a le droit d'être en dehors. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Vous êtes demain ministre de la Santé, allez, président de la République, c'est vous, d'accord? Qu'est-ce que vous pourriez proposer comme proposition forte? Parce que c'est tout l'intérêt aussi de ces auditions, c'est de constater, de réfléchir, des propositions qui vous sembleraient les plus impératives, les plus à mettre en œuvre rapidement, pour améliorer notre système de santé avec en toile de fond la question éthique, la réflexion éthique. Alors, moi, je suis un chercheur, hein, donc le chercheur va se poser la question avant de décider de la bonne conduite à tenir. Je regarderai quels sont les déterminants d'une espérance de vie en bonne santé. Je trouve que plus on vivra en bonne santé et moins on consommera finalement de systèmes de santé. C'est une tautologie, mais encore faut-il regarder ce que sont les déterminants d'une espérance de vie en bonne santé. Je regarderai ce que sont les inégalités de santé. Vous avez dit, on n'a pas le temps de réfléchir, je ne suis pas du tout d'accord, mais vous de penser, même vous dites, on n'a pas le temps de penser. Je ne suis pas du tout d'accord, vous l'avez entendu, mais malgré tout, certains ont plus de facilité que d'autres. Et donc, j'irai, c'est le principe de l'équité, hein, j'irai lutter contre les inégalités de santé. Je pense que ça aurait comme conséquence de réorganiser le système de santé. Alors, partir de là, il ne faut pas en vouloir à nos ministres. Nos ministres gèrent l'urgence. Oui, les pauvres. Et d'ailleurs, un ministre qui ne gère pas l'urgence, on a des exemples, hein, du jour au lendemain, ils ne sont plus ministres. Donc il faut considérer qu'il soit un peu comme un entraîneur de football de Ligue 1. C'est le match suivant qui va compter, et en tout cas la fin de saison, sinon il n'est pas reconduit. Donc il faut plutôt penser à nos centres de formation, si je prends l'analogie avec le football. Vous voyez, un entraîneur d'équipe de Ligue 1 a un objectif à très court terme. Un entraîneur de centre de formation a un objectif à très long terme. Et donc il nous manque de centres de formation. Et le centre de formation, c'est la formation. Donc, c'est le système éducatif. Il nous manque quand même une vision du jeu, si on reprend cette métaphore. Je ne crois pas. L'espérance de vie en bonne santé, je ne vois pas qui pourrait être contre. Lutter contre les inégalités de santé, c'est d'ailleurs même déjà le cas. Hein. C'est même déjà le cas. Vous savez, si vous regardez, moi je prends un certain nombre d'exemples, les ARS donnent plus aux territoires qui sont plus dépourvus. J'irai même un peu plus loin. L'évolution de la région Rhône-Alpes en région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu très mécontents les Ardéchois. Parce que les Ardéchois étaient les plus pauvres de la région Rhône-Alpes, mais ils ne sont pas les plus pauvres ou les moins pourvus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y avait encore plus pauvres qu'eux.
Et vous voyez, le fait qu'un certain nombre de moyens soient maintenant dirigés plus vers le Cantal que vers les Ardéchois, à interroger les Ardéchois. Donc, on peut toujours trouver plus fragile, plus vulnérable, et du coup, on va donner un peu plus de moyens à chacun. Donc, il faut vraiment s'interroger sur la réorganisation des moyens vers ceux qui en ont le plus besoin, tout en les responsabilisant parce qu'il est trop facile de consommer des services d'urgence, tout simplement parce qu'on n'a pas anticipé la gestion de sa propre santé. Sur la formation en éthique, excuse-moi Christelle, sur la formation en éthique des professionnels du soin, comment on peut améliorer les choses? On peut améliorer les choses en imposant qu'il y ait des professionnels de santé formés à l'éthique pour pouvoir mieux soigner. Et je dis ça parce que lorsque quelqu'un s'est formé à l'éthique, il devient malgré lui le référent de son équipe sur les questions. Et donc, il va y avoir un effet boule de neige. L'objectif n'est pas de former toute la population, mais de former certains qui, à leur tour, vont en former d'autres, qui, à leur tour, vont en former d'autres. Ça veut dire… Pas les ARS. On forme les soignants, mais on ne forme pas les gens qui décident. Alors, je ne sais pas ce que veut dire former les ARS, parce que vous voyez, les ARS, il doit y avoir… les gens qui décident, les gens qui vous imposent. Il doit y avoir 1200 employés à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'il y en avait 800 en Rhône-Alpes et 1200 en Auvergne-Rhône-Alpes, mais les chiffres sont peut-être faux, vous les vérifierez pour moi. Mais enfin, en tout cas, mettons un millier de personnes qui travaillent, mais quelle est leur formation, mais surtout quel est leur niveau de décision, je ne sais pas. À la limite, il n'y en a qu'un qui décide, c'est le ministre de la Santé. Ouais. Parce que vous nous disiez, c'est très important, j'ai vraiment une question qui me tient à cœur. Alors bon, voilà, on a bientôt fini. Vous dites, il ne faut pas en vouloir à nos ministres. Alors oui, moi, j'ai un peu de mal. Je n'ai pas de rancune, mais j'ai de la mémoire. Qu'est-ce que vous pouvez penser de cette crise sanitaire où des décisions ont été prises, où il n'y a eu aucun retour d'ailleurs de repentance même, on a le droit de faire des erreurs quand on décide. Quand on est ministre, on a le droit de faire des erreurs. Il y a une question sur, notamment, je reviens sur les EHPAD, parce qu'on a tous des proches, on a tous eu plus ou moins des gens qui sont morts pendant la crise Covid, qu'on n'a pas pu enterrer. Vous savez, on nous a même interdit le rite funéraire. Enfin, ils ont été enterrés, mais on n'a pas pu les accompagner, je voulais dire. Et voilà, je reviens, le rite funéraire, qui est quand même quelque chose qui appartient, qu'on soit de l'Afrique, de n'importe quel coin dans le monde. L'accès à un rite funéraire, c'est quand même quelque chose profondément éthique, profondément moral, enfin tout ce que les mots que vous voudrez mettre. Il y a des gens qui ont décidé ça. Alors on dit, il ne faut pas leur en vouloir. Je me dis, moi je n'en veux pas à quelqu'un qui fait repentance, qui reconnaît que peut-être là, sur cette question-là, si ces gens s'interrogent, sur tous ces gens qui n'ont pas pu enterrer leurs proches, leurs parents, leurs enfants, etc., parce qu'on leur a interdit, au moins s'excuser. Ce serait peut-être une démarche éthique. Une nouvelle fois, a posteriori, on sait que c'était une erreur. Vous le savez. Non, nous le savons. Tout le monde sait que c'est une erreur, a posteriori. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Moi, j'ai vécu le début des années SIDA, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire, mais à l'époque, on ne savait pas. Et on prend des décisions en situation. C'est ça que je dis, moi. C'est autre chose, mais ça n'aura pas changé la situation de l'époque. Donc, on prend des décisions en situation d'incertitude ou de rationalité limitée, comme on dit. Bon, c'est un modèle de décision. Quand on n'a pas d'information, il faut quand même prendre une décision. D'ailleurs, on aurait reproché à nos décideurs de ne pas avoir pris de décision. Bon. Ce qui interroge pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment sommes-nous passés de 2009 à 2020 d'un stock considérable de masques à un stock totalement insuffisant. Ça, c'est une vraie décision qui doit être interrogée parce que celle-ci, elle n'a pas été prise sous la pression, elle n'a pas été prise en situation d'incertitude et elle n'a pas été prise en situation d'urgence. Ça, pour moi, il y a lieu de se poser des questions. Lorsque vous êtes confronté à un virus inconnu, de conditions de diffusion mal connues, et vous voyez, par exemple, dans notre région lyonnaise, le préfet a autorisé l'organisation d'un match de football entre l'Italie et la France, plus exactement, entre une équipe italienne et une équipe française qui était à Lyon. Bon.
beaucoup, très tôt, se sont dit non, il faut interdire ce match parce que ça va conduire à un brassage de population. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. Certains principes de précaution considéraient qu'il valait mieux pas, d'autres, dans l'incertitude, disaient qu'il n'y avait pas encore de critères. Bon, très bien. Qui avait raison? A posteriori, on sait qui avait raison. Ce jour-là, on ne savait pas. Le match de foot, l'analogie avec un rite funéraire, j'insiste. Mais c'est le même. D'un point de... Ah, bah, si, moi, bah, si c'est le même, d'accord. Non, okay. Mais on ne sait pas. Et vous êtes à prendre une décision en situation d'incertitude. Oui, vous ne savez la grande différence entre les grands chefs, vous voyez, les gens qui savent prendre des grandes décisions et puis les autres. Mais je trouve que quand même, la moindre des choses, quand vous commettez une erreur, quelle que soit, on s'excuse. Ah, mais ça, c'est autre chose. On est a posteriori, là. Moi, vous m'interrogez sur était-il... non, ce n'est pas humain de ne pas permettre à une personne d'aller voir son proche décédé et de l'accompagner, y compris pour cette personne qui survit et qui ne fait pas son deuil parce que le rite funéraire est un élément important de la phase de deuil. Mais aujourd'hui, on le sait, mais quand on sait très bien que quand on est en situation d'incertitude et d'urgence, c'est la sidération qui domine, c'est-à-dire qu'on bloque tout, on arrête tout et on prend le temps de réfléchir. Alors, lorsqu'on a le temps, c'est bien. Lorsqu'on n'a pas le temps, comme c'était le cas avec l'exemple que vous citez, ben, c'est pas très bien. Et malgré tout, on bloque tout et on se fige le temps d'y voir un peu plus clair. Je te remercie d'en avoir parlé, pardon, Christelle, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup choqué les soignants. Et juste pour compléter ton propos, les soignants ont eux-mêmes fait des rites funéraires. Hein, c'est quelque chose, on a discuté entre nous. Et je pense que c'était très important symboliquement de pouvoir faire ces choses-là. Mais c'est vraiment quelque chose en équipe qui nous a aussi traumatisé, hein, le manque d'accès des familles. Alors après, on a eu une politique ici d'ouverture aux visites assez précoce, mais heureusement, parce que franchement, moi j'ai des très mauvais souvenirs de première vague Covid avec les familles par téléphone, en visio, enfin des trucs vraiment incroyables. Je ne pourrais jamais vivre. Bien sûr, et qu'on ne referait pas. Mais quand vous êtes face à l'incertitude, c'est-à-dire quel est le degré de transmission, de contamination et de pathogénicité d'un nouveau virus inconnu, que faites-vous? Vous laissez tout le monde autour du cadavre, si tant est qu'il soit contaminant, ou au contraire, vous l'enfermez, grand principe de précaution, dans des bâches plastiques fermées à double tour avec une seule personne habilitée à manipuler. Voilà. Oui, c'était très binaire quand même comme manière. Hein. Non, mais c'était juste pour rebondir sur l'idée qu'il ne faut pas en vouloir à nos ministres. Ben, vous voyez, là-dessus, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, parce que dans toute... Vous voyez, on est dans un système. Il y a un chef. Il y a à un moment donné ce qu'on attend d'un chef. Ou alors, on est sur une organisation horizontale, hein, vous voyez, où finalement, on décide tous ensemble. Et à un moment donné, quand un chef prend une mauvaise décision, il doit l'assumer. Et quand elle est très, très mauvaise, cette décision, la moindre des choses, et moi, j'en veux toujours à quelqu'un qui prend une très mauvaise décision, qui est payé très cher pour ça, et qui, en plus, vous fait porter, vous, en tant que, vous voyez, la petite première chaîne là, de la pyramide, la responsabilité, voire la culpabilité de ne pas forcément bien faire. Donc, les soignants ont quand même tendance à en vouloir un peu beaucoup à des décisionnaires qui n'ont en plus même pas, ne se sont pas donné la peine de présenter au moins quelques excuses. Parce que l'humain, là où il y a de l'humain, il y a de l'erreur. Je comprends les excuses, mais ce n'est pas tant les excuses. J'ai vu dans les messages, quelqu'un a parlé des rétextes. Bon, je pense qu'un retour d'expérience, un rétexte, c'est quelque chose qui nous permet de progresser. Bien sûr. Bien sûr que les excuses, ça permet à ceux qui ont souffert de souffrir un peu moins et de comprendre qu'ils ont été compris, mais ça ne va pas changer la situation en tant que telle. Par contre, changer la situation de demain, c'est le retour d'expérience, c'est une analyse collective. Et là encore, vous me demandiez ce qu'il faudrait faire. Moi, je pense qu'il faudrait revenir sur la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, la loi de 2009, parce qu'elle a déséquilibré le niveau de décision. Elle l'a tourné vers les directeurs et je pense que c'était une erreur. Il aurait fallu au contraire l'ouvrir un peu plus. Il y avait auparavant un système de cogestion
médico-administratives, il faudrait l'ouvrir aux patients. Au lieu de revenir à un décideur, il aurait fallu en ajouter un troisième qui était le patient. Bon. Mais je réfléchis comme ça parce que je trouve que c'est ce qui manque. Mais après, il faut réfléchir à la façon de le mettre en œuvre. Vous voyez, un directoire ou un triumvirat, ça n'a jamais duré très longtemps. Et même après la Révolution française, on a évolué très vite vers un empereur qui ne nous a pas donné plus satisfaction. Donc, il faut réfléchir parfois, vous savez, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, je vous laisserai continuer sur ce qu'il faut faire. Vous m'avez interrogé sur où nous en étions et en quoi l'éthique pouvait être une méthode de résolution de cas complexes. J'espère vous avoir montré que c'était une résolution de cas complexes. Mais vous avez vu qu'on n'a pas tout résolu encore. On vous remercie. En tout cas, c'est passionnant. Hein. On pourrait vraiment poursuivre longtemps. En tout cas, on aimerait faire connaître effectivement les comités régionaux d'éthique. Ce serait important que plus de soignants et plus. Il y a une question d'ailleurs. Les directeurs d'hôpitaux sont-ils formés? Oui, c'est ouvert à tous. Ouais. C'est ouvert aux soignants, c'est ouvert aux directeurs, c'est ouvert aux journalistes, c'est ouvert aux représentants de patients. On a eu absolument de tout. Et je dois même vous dire que parmi nos anciennes étudiantes, qui d'ailleurs fut major cette année-là, nous eûmes quelqu'un qui, par la suite, devint conseiller technique du ministre de la Santé. Oui. Donc, la question éthique est parfois portée au plus haut niveau par des gens qui ont fait l'effort de se former et qui la portent vraiment haut. Donc, n'ayez crainte, mais continuez à vous former. Continuez cet effort-là. Merci infiniment, Monsieur Chapuis, pour cette discussion animée. Ce débat, merci de vous être prêté aux questions. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation dans vos travaux. Merci à vous, bonne continuation encore, merci beaucoup. Merci mesdames et merci à celles et ceux qui ont témoigné. J'ai lu un petit peu au fil de l'eau et c'était très intéressant. Question sur le collectif en contre-pouvoir, etc. Vous avez, à mon avis, dans ce qu'il y a dans le chat, beaucoup à travailler encore et félicitations. Au revoir. Merci monsieur. Au revoir, bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Salut.